Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour le 5e épisode de mon coin culture. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial car je vais parler d'un livre bien particulier, de son adaptation et bien sûr pour rester dans le thème de la BO de ce film. Alors j'ai choisi de faire ça parce que j'ai appris deux nouvelles sur le bouquin et le livre dans un intervalle assez proche et puis donc j'ai choisi de vous parler donc de des œuvres en question dans ce coin culture. Donc on passe tout de suite au livre de la semaine. Alors le livre de cette semaine est Shining, un roman écrit par Stephen King et publié pour la première fois en 1977 aux États-Unis. J'ai choisi de vous parler de ce livre car j'ai appris que Stephen King avait prévu d'en écrire une suite, Dr. Sleep, qui sortira en 2013. Du coup je ne sais pas par contre si c'est en 2013 aux États-Unis et donc en 2014 chez nous ou en 2013 en France. Donc ça on verra quand le roman sortira, mais bon donc il y a une suite qui est quand même relativement imminente. Et donc pour la biographie de Stephen King, je vais vous demander de vous référer au premier coin culture où je fais une biographie qui est quand même relativement détaillée. Donc on va tout de suite passer au livre. Donc ce livre raconte l'histoire de la famille Torrance dont le père, Jack, un ancien enseignant qui a perdu son travail suite à un petit problème d'alcoolisme. Et donc suite à cela il arrête de boire pour essayer de concrétiser le grand projet de sa vie qui a toujours été d'écrire un roman, et de le publier bien sûr. Dans ce but, il accepte un job de gardien d'hiver à l'Overlook, un hôtel perdu dans les montagnes et fermé en hiver. Il emménage donc dans celui-ci avec sa famille juste avant que celui-ci ne ferme et que tout le personnel ne quitte l'hôtel. Et puis, il fait donc connaissance avec le directeur et le cuisinier Dick Hallorann. Celui-ci prendra Danny, le fils de Jack, à part et lui révélera qu'il possède le Shining. Danny possède le Shining bien sûr, et Dick Hallorann aussi, mais à un degré bien moindre, comme il le dira lui-même. Le Shining, en fait, je précise, c'est un don de médium, on peut dire. Et que ce don, donc, Dick Hallorann précisera aussi à Danny que ce don peut se révéler dangereux à l'hôtel, un lieu qui a été construit en un endroit bien particulier et qui est connu des tas de malheurs. Donc on devine donc que suite à cela, on devine que leur hiver va quand même relativement mal se passer, surtout vu l'isolement qu'il va y avoir, mais je n'en dis pas plus pour vous garder les surprises. Alors certes, on pourra dire que le début du livre est un petit peu long, mais c'est bien là la marque de Stephen King qui cherche toujours à développer un peu la psychologie de ses personnages avant de faire basculer l'histoire dans l'horreur la plus pure. Et donc pendant ce temps, il fait aussi monter la tension, parce qu'on sait que ça va mal se passer. Ça, on l'apprend rapidement dès le premier chapitre, en fait, on se doute qu'il y a un truc, il va y avoir une merde quelque part. Mais sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas où, et du coup, on est toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose, et c'est quand même légèrement angoissant, on va dire. Et puis aussi, l'avantage de bien développer la psychologie des personnages au début du roman, c'est que quand l'histoire bascule dans l'horreur, et qu'ils se mettent à réagir face aux événements qui leur arrivent, comme leur psychologie est un peu développée, leurs réactions sont compréhensibles et du coup d'autant plus crédibles. Donc ce Shining est sûrement l'un des meilleurs romans d'horreur et de maison hantée que vous puissiez lire. Donc franchement, je vous le recommande chaudement. Mais donc on va tout de suite passer au film de la semaine et vous avez sûrement deviné ce que c'est. Mais d'abord, transition. Alors, le film de cette semaine est, comme vous l'avez sûrement deviné, Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980. Alors, je vais vous parler un peu de Stanley Kubrick, Donc, Stanley Kubrick est un réalisateur américain né en 1928 à New York dans le Bronx. À l'école, on peut le considérer comme un cancre, parce le problème c'est qu'il n'est pas intéressé par la plupart des matières à part la physique. Il préfère de loin s'intéresser à la photographie et devient rapidement photographe amateur. Il finira par se faire embaucher par le magazine Look, qui est un magazine illustré. Il y apprendra toutes les ficelles pour faire une bonne photographie, comme l'éclairage, la composition d'une photo, l'art de saisir le mouvement. Bref, que des choses qui lui serviront plus tard lorsqu'il se mettra à réaliser des films, chose qu'il décidera de faire en 1950 en autodidacte, et après s'être formé en visionnant des tonnes de films, que ce soit des chefs-d'œuvre comme des navets.
Ces deux premiers films seront de courts documentaires sur un boxeur et un missionnaire, dans lequel il aura fait tout lui-même, le montage, la prise de son, la caméra, le script, le scénario, bref, il aura tout fait lui-même. Donc quand même un autodidacte fort motivé. Son premier vrai long métrage sera Fear and Desire, un long métrage réalisé en 1953 et qu'il aura réalisé en empruntant 9000 $ à sa famille. Il fera plusieurs erreurs sur son long métrage, par exemple en voulant prendre le son à côté du film pour essayer d'avoir une meilleure qualité qui se paiera plus tard car ça lui coûtera à peu près 30 000 $ supplémentaires pour la post-synchronisation. Donc une expérience fort peu réussie qu'il qualifiera d'ailleurs même plus tard de tentative prétentieuse et il en retirera tous les droits de distribution et de projection et donc ce film est devenu introuvable et invisionnable. Après cela, il réalisera plusieurs autres films en noir et blanc, dont un en collaboration avec Hollywood, donc Spartacus, réalisé en 1960. Sauf que lui en gardera un souvenir assez amer parce qu'avec les exigences des producteurs et les différents partis à satisfaire, il considérera ce film comme son film le plus impersonnel, donc il ne réitérera pas après de collaboration avec le monde d'Hollywood. Ensuite se fera le passage à la couleur, et le premier film qu'il réalisera à profiter de cette technologie sera développé pendant 5 ans, avant de sortir en 1968 sous le titre 2001 l'Odyssée de l'espace. Il réalisera d'autres films dont Shining en 1980, le film dont je vais parler d'ici peu. 2 films suivront et le dernier, Ace Wide Shut, sortira après sa mort car en effet il meurt le 7 mars 1999 alors qu'il avait commencé à travailler sur un nouveau projet qui sera repris par un autre réalisateur de talent et dont nous parlerons dans le prochain Coin Culture. Mais reconcentrons-nous sur le film. Alors le synopsis de départ est à peu près le même que celui du livre, donc je ne vous ferai pas l'insulte de me le répéter. En revanche, c'est dans le traitement de l'histoire que se trouve la différence, car là où Stephen King préfère jouer sur l'agitation psychologique des personnages pour faire naître un climat stressant, Kubrick préfère quant à lui miser sur l'enfermement et l'isolement, et bien sûr la folie que peuvent engendrer ces deux paramètres combinés. Si je devais vous donner un conseil, pour ceux qui n'ont ni lu le livre ni vu le film et qui ont l'intention de s'intéresser aux deux, ce serait de commencer par le livre, car en effet, vous seriez peut-être déçu par le livre si jamais vous voyez le film avant. Car en effet, Kubrick apporte un tel traitement à certains passages que ceux-ci en deviennent décevants quand on les lit. Je pense notamment à un certain passage avec l'ascenseur et Danny, mais vous verrez duquel je parle bien sûr si jamais vous lisez le livre ou si vous voyez le film. Enfin, Kubrick a apporté à ce film son souci du détail et son perfectionnisme. En effet, il lui arrivait de retourner une scène plusieurs fois, et je pense notamment à une certaine scène qui implique une agression à halage dans un escalier, qu'il a retourné près d'une centaine de fois avant de se déclarer satisfait par la prise en question, donc quand même assez perfectionniste, et le souci du détail lui a fait une fois engueuler carrément l'actrice principale jusqu'à ce que celle-ci soit dans un état proche de la crise de nerfs pour que ses réactions paraissent d'autant plus crédibles à l'écran. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que Stanley Kubrick était un personnage un peu particulier. Bref, tous ces éléments contribuent à faire de Shining un classique qu'il faut voir absolument, de même qu'il faut absolument lire le livre. Petite anecdote, Stephen King déclarera qu'il a apprécié le film en tant que spectateur, mais qu'en tant qu'écrivain, il le trouve décevant car il trouve que trop d'éléments ont été ignorés par Stanley Kubrick. Mais hélas, ceci est le prix à payer pour une adaptation réussie. Car en effet, quand on veut adapter un livre de près de 600 pages en un film d'1h30, il faut savoir faire des sacrifices et Kubrick l'a fait avec brio. Pour vous en rendre compte, je ne peux que vous conseiller d'essayer de voir le téléfilm qui a été scénarisé par Stephen King. Mais quand je me souviens plus du réalisateur qui a réalisé ce film, je le mettrai une petite note à ce moment-là pour que vous puissiez le trouver. Si jamais vous le trouvez sur internet, vous pourrez regarder et comparer les deux adaptations, celle de Kubrick et celle qui a été scénarisée par Stephen King, vous vous rendrez sûrement compte de la différence. Donc fin de la petite anecdote et puis on va tout de suite passer à la musique de la semaine. Pour la musique de la semaine, on va donc parler de la musique du film de Kubrick, histoire de rester un peu dans le thème,
Donc Kubrick a accordé une grande importance à la musique de ce film, comme à celle de la plupart de ses films d'ailleurs. Et d'ailleurs, il avait raison de le faire parce que on est quand même un peu plus impliqué dans l'histoire quand la musique correspond à ce qui se passe à l'écran que quand on voit des musiques choisies au hasard, comme on voit sur certains films récents dont je ne parlerai pas pour ne pas lancer de polémique. Donc pour ce film, il a chargé Rachel Elkind et Wendy Carlos de composer les musiques originales. Elkind s'est donc chargé du générique du début en reprenant la symphonie fantastique de Berlioz et en la vocoderisant, c'est pas facile ça. La vocoderiser, en fait, c'est un appareil, on utilise un vocodeur et ça fait un son un peu particulier, vous verrez ça quand je vous mettrai ce morceau-là. Et le générique de fin est Midnight the Stars on You, composé par Ray Noble, et donc c'est une musique dont on a racheté les droits. Et c'est donc ces deux morceaux que je vais vous faire écouter car je trouve qu'ils représentent à peu près l'ambiance du film, que ces deux-là représentent à peu près le film. Puis bon, pour avoir une idée d'une BO, écouter le générique de début et le générique de fin, ça va, c'est pas non plus une si mauvaise idée. Donc j'espère que ces deux morceaux vous plairont et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'espère que ces musiques vous auront plu, que cette émission spéciale Shining vous aura plu, et puis je vous dis donc à dans 2 semaines, c'est vrai que c'est devenu bi-hebdomadaire maintenant, pour un prochain coin culture. Allez, bye!